Alors nous pouvons entrer désormais dans la seconde séquence de cette convention, place au thème cœur de cette année. Je rappelle, le thème est trajectoire 1,5 degré, quel modèle économique compatible avec les limites planétaires. Alors sans plus attendre, j'accueille Jean-Sébastien Tronchon. Jean-Sébastien va nous emmener dans ce voyage de la transition de nos modèles, des limites planétaires jusqu'au business model. Et si nous démarrions par un état des lieux, Jean-Sébastien. Alors avant de lui passer la parole, mais qui est Jean-Sébastien? Alors Jean-Sébastien a travaillé 13 ans chez Decathlon sur différents métiers de retail, puis de conception produit. Il a consacré ces 6 dernières années à travailler sur les sujets autour de la durabilité produit, comme le recyclage, la réparation, et dernièrement, en mettant en œuvre un projet opérationnel de transition de modèle économique nommé #0 casque jeté. Il a fraîchement décidé de quitter cette grande et belle Maison Bleue pour faire de l'accompagnement des entreprises dans cette transition nécessaire son métier. En rejoignant la coopérative Imatera. Jean-Sébastien, the floor is yours. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore et encore merci à toutes et tous de vous connecter. Alors, juste avant de comprendre comment cette zapette fonctionne, voilà, c'est bon, c'est toujours un petit peu le début. Je vais commencer par une petite histoire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce docteur, Ignaz Philipp Semmelweis. C'est un docteur hongrois du 19e siècle et qui, dans ses études en 1845, a fait le lien entre la qualité du lavage des mains des obstétriciens et chirurgiens quand ils passaient de la morgue à la salle d'accouchement. Et il s'est aperçu qu'en se lavant les mains, eh bien, ils arrivaient à faire baisser de 30 à 40% la mortalité des femmes en couche. Alors ça prête à sourire aujourd'hui, simplement, il aura fallu attendre 100 ans et les travaux de Pasteur pour que réellement l'hygiène des mains soit un vrai sujet dans les blocs obstétricaux et chirurgicaux. Ce qui fait qu'à l'époque, eh bien, vis-à-vis de ses pairs, ce docteur Semmelweis n'avait pas du tout été entendu et compris. Et pourquoi j'introduis de cette manière la suite et cet état des lieux que je vais vous présenter, c'est que eh bien, dans les écoutes que j'ai pu faire, eh bien, je crois avoir rencontré pas mal de docteurs Semmelweis, c'est-à-dire des gens qui, pour moi, ont pris un petit peu de l'avance et qui ont travaillé des projets qui, dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, eh bien, tomberont pour moi sous le coup de l'évidence et qui est aujourd'hui parfois un petit peu difficile à comprendre, comme les anciens confrères du docteur Semmelweis, avec des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'habitudes de modèles mentaux qui avaient façonné leur façon de faire, eh bien une manière de voir le monde et de construire les imaginaires parfois un peu radicalement différents. Alors avant de rentrer dans le détail de ces modèles économiques et puis parler de ces initiatives dont j'ai eu la chance de rencontrer, je vais introduire ce concept de limite planétaire. Puisque dans le sujet qui nous environne, autour du climat, notamment autour des enjeux environnementaux de manière plus large, il y a actuellement un focus qui est très important autour des émissions de carbone. On parle de baisse d'émissions de carbone, de neutralité carbone, et c'est évidemment un sujet extrêmement important, notamment en ce qui concerne le dérèglement climatique, mais pas que. Ces limites planétaires nous permettent de regarder ce sujet de manière un petit peu plus macroscopique, puisque ce sujet et ces enjeux dépassent le seul sujet des émissions de carbone sur le côté environnemental, avec l'eutrophisation des sols et l'acidification des océans, mais aussi la perte de biodiversité, et du côté social, avec des sujets d'éducation, d'inégalité, de santé, et c'est bien toutes ces transformations en même temps que l'humanité doit opérer pour conserver l'habitabilité que nous avons aujourd'hui sur Terre. Et en 2009, du coup, des chercheurs ont synthétisé ces enjeux autour de 9 limites planétaires que vous voyez apparaître à l'écran et que vous pourrez aller fouiller dans le détail. L'idée n'est pas de parcourir l'exhaustivité. Mais pourquoi je vous présente ça aussi aujourd'hui en introduction, c'est qu'en 2022, eh bien, en ce début d'année, une nouvelle a défrayé la chronique. Alors, défrayer la chronique, c'est un petit peu comme quand le rapport du GIEC est sorti et que c'est tombé pile poil entre le transfert de Messi, du Barça au PSG. Voilà, c'est pas toujours tout à fait le bon moment. En tout cas, maintenant vous êtes au courant, nous venons de dépasser la 6e des 9 limites planétaires. Quand on parle de l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Alors derrière ces mots compliqués, je vais essayer de le vulgariser, puisque
en dépassant cette limite, on parle notamment du plastique, qui devient un élément constitutif de notre biosphère. Ça veut dire que le plastique, eh bien, devient comme un caillou, un arbre, un animal, devient un élément constitutif de notre biosphère. Donc on voit bien à ce moment-là que l'activité humaine crée ce déséquilibre concret. 2 chiffres là-dessus pour imager la situation. De 2000 à 2015, la production de plastique a augmenté de 79%. Et aujourd'hui, la masse de plastique sur Terre est 2 fois plus importante que la masse des mammifères. Alors pourquoi je vous dis ça aussi en relation avec nos modèles économiques, on va y venir, mais pourquoi en relation avec nos entreprises? C'est que si il vous paraît évident qu'une partie de notre responsabilité est réelle dans la production de ce plastique, pour ne parler que de cette limite planétaire, eh bien également la planète nous le renvoie. De plein de manières, en effet boomerang. Je vais prendre 2 exemples assez simples concernant le plastique. Pour les enseignes qui travaillent la nutrition et donc qui doivent produire et mettre à disposition des produits pour nourrir les gens et les maintenir en bonne santé, eh bien c'est un enjeu à prendre en compte quand on parle de pollution, de nanoplastiques par exemple, à intégrer dans des chaînes de dépollution, par exemple, avec les coûts engendrés. Mais aussi des entreprises plus orientées loisirs, comme Decathlon, avec potentiellement des terrains de jeu eh bien, non accessibles dans le futur pour la pratique du sport et donc la création de valeur de l'entreprise associée. Donc on voit bien que ces limites planétaires fonctionnent vraiment dans les 2 sens et c'est intéressant en ça de les intégrer dans nos modèles. Des travaux comme le Donut Economy de Kate Raworth présentent très bien ce sujet pour avoir des outils concrets pour intégrer ça dans la manière dont on définit nos modèles. Alors on rentre vraiment là dans le sujet de ces modèles économiques. Pourquoi on a eu envie de faire un état des lieux de ce sujet? C'est qu'en reprenant ce sujet d'impact carbone, il est connu maintenant qu'une bonne partie des entreprises ont réalisé ce travail de mesure, que 80% de l'impact carbone est logé dans le produit. Or, cet impact contient 2 parties. Le volume d'articles vendus, le nombre d'articles et la qualité environnementale de ces produits. Aujourd'hui, de nombreux projets notés ou connotés développement durable ou RSE traitent de cette qualité environnementale. Vous avez des exemples autour de l'éco-conception, du recyclage, de l'optimisation de nos énergies, du transport, bref, plein de sujets extrêmement importants qui permettent de minimiser les impacts de notre modèle actuel. Là, ce qu'on a voulu aller creuser pour tirer des perspectives dont on aura le temps de reparler après autour de la table ronde, c'est le volume d'articles. Et ce volume d'articles, il est imposé par notre modèle économique. Aujourd'hui, la majorité des entreprises de l'écosystème qui nous environne fonctionnent sur du volume. C'est-à-dire qu'il faut, pour être rentable et générer une création de valeur monétaire, eh bien, vendre le plus possible d'articles. Je vous donne une brève définition de ce qu'est un modèle économique, simplement pour venir aussi parfois casser la croyance qu'un modèle économique, c'est simplement vendre quelque chose ou louer quelque chose et s'en arrêter à cette définition-là. De la même manière que les limites planétaires reprennent un sujet beaucoup plus macro que les émissions de carbone, c'est la même chose pour le modèle économique. Elle est sous vos yeux. C'est bien l'organisation des activités, des ressources, des règles des organisations, donc la manière dont l'entreprise fonctionne, et met en œuvre pour que l'entreprise puisse générer, rémunérer et partager la valeur. C'est bien la mesure, le contrôle et l'organisation de ces paramètres qui fait la totalité d'un modèle économique. Dans cet état des lieux, on a trouvé à peu près 50 initiatives et j'ai eu le plaisir d'en interviewer 26. Et je voudrais prendre juste une petite minute pour vraiment remercier du fond du cœur les gens que j'ai pu interviewer, puisque j'ai vu chez ces collaborateurs une motivation, une passion à la fois de leur entreprise et de leur enseigne, mais surtout du sujet et de la conviction qu'il fallait à partir de maintenant, créer réellement une manière différente de créer de la valeur. Donc vraiment, un grand merci à eux et je me permets de noter également que la majorité de ces initiatives proviennent des collaborateurs eux-mêmes et ne font pas partie d'une stratégie. Oui, ah, on me fait dire qu'il y a des petits problèmes de réseau. Je fais une petite pause. Je peux faire une petite musique de jazz. Dun, 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 dun.
Pour ceux à qui ce n'est pas coupé, eh bien vous avez du jazz, mais fait à la bouche. Tum, 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 tum. Apparemment, c'est OK. J'espère que vous aurez reconnu ce morceau. Je reviens sur ces initiatives interviewées. Merci beaucoup à eux. Et ce que je disais, c'est que la majorité de ces initiatives proviennent d'initiatives personnelles, de collaborateurs qui ont souhaité mettre en place quelque chose, et donc pas forcément au départ d'une stratégie d'entreprise, et se battent, un peu comme le docteur Semmelweis, pour créer et pour faire comprendre d'autres imaginaires dans nos modèles économiques. Alors quelques éléments. Aujourd'hui, ces nouveaux business models sont naissants. Vous le verrez dans le rapport qui vous sera remis et mis à dispo à partir de la semaine prochaine. Cela représente une toute petite partie de notre chiffre d'affaires, mais déjà les utilisateurs se comptent en millions. Donc ça veut dire que l'impact social est tout de même significatif. 70% des projets ont moins de 2 ans. Donc ce sont des projets naissants, mais qui commencent à pulluler. J'y reviendrai dans la conclusion. Et puis un point qui est important, dont on reparlera ensuite assez longuement pendant la table ronde, c'est qu'un seul projet parmi ces 26 interviewés mesure concrètement son impact environnemental. Et donc ça veut dire que dans cette nouvelle manière d'essayer de créer de la valeur avec toutes les difficultés que cela peut comporter et de preuves à donner qu'on peut faire un business model différent, eh bien parfois la mesure de l'impact environnemental n'est pas réalisée et donc très difficile de quantifier cet apport de valeur. Les tendances, la plupart, vous les connaissez, mais je me permets de les réappuyer dans ce que j'ai pu voir au sein des enseignes. Une vraie omniprésence de l'occasion et de la seconde vie, avec plusieurs intérêts. Le premier, c'est effectivement de rencontrer une nouvelle attente marché et consommateur pour consommer des biens de consommation de manière plus durable et plus responsable, mais aussi une manière très opérationnelle pour les entreprises de mieux gérer leurs invendus ou encore les retours produits dans leurs enseignes pour éviter de les jeter. Une vraie accélération des projets de location au sens large, vous verrez dans le rapport, ils sont classifiés par mode de contractualisation pour vous aider à les retrouver. On parle de location de date à date, d'abonnement, de location longue durée. Et dans le rapport, vous verrez aussi tous les porteurs de projets pour ensemble créer de la synergie et vous contacter les uns les autres et ainsi gagner en vitesse et en expertise. Ces modèles amènent une vraie puissance tous dans cette lutte contre l'obsolescence programmée que nativement nos modèles économiques liés au volume font naître. C'est-à-dire que comme nous devons vendre le plus possible de produits, eh bien, notre modèle n'est pas conçu pour que nos produits durent le plus longtemps possible. Ces alternatives-là, oui. Et puis également, même si aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ces initiatives sont naissantes, eh bien, on voit en projection que la marge globale et la rentabilité long terme de ces projets peut être vraiment, vraiment intéressant, à condition d'accepter cet investissement de départ et cette perception de rentabilité plutôt sur du long terme que sur du court terme. Les freins, j'en ai noté quelques-uns, vous en retrouverez d'autres dans cet état des lieux. Notre frein, c'est d'abord le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est toujours ça quand on veut se transformer et évoluer. Le frein, c'est d'abord le modèle que l'on a aujourd'hui. Un modèle historique qui est structuré linéairement et là qui doit accompagner de la circularité. Notre modèle a l'habitude d'aller dans un seul sens et là, les produits commencent à revenir en magasin et on doit apprendre à les traiter, à les réparer, à les remettre en stock. Et ça bouleverse nos modes d'organisation, mais aussi, comme je le note, nos outils. La logistique, l'informatique, des pans entiers de ces outils-là sont à reconstruire, puisque les modèles linéaires n'ont pas été conçus pour ça. Également, les modèles mentaux, j'en parlais tout à l'heure, cette capacité à sortir de cette manière unique d'adresser le sens de nos entreprises, qui est de faire du volume. Et puis le dernier point, j'en parlais encore à l'instant, non pardon, il y a encore un petit point ensuite et qui est important, le point de la temporalité de cette rentabilité, avec sur ces modèles-là, eh bien, une rentabilité qui est plus moyen et long terme, et donc donne une perspective un petit peu différente du modèle actuel. Et le dernier point, il est extrêmement important quand on allie le volume à l'absence de mesure, c'est les effets rebonds.
Je vais prendre 2 exemples, pour illustrer ces effets rebonds. Je vais prendre, une société, comme Back Market ou en tout cas un vendeur de téléphones reconditionnés qui historiquement, pour limiter le déchet de votre téléphone dans votre salon, vous permettait de le récupérer, de le réparer et de le revendre, à un tiers. Eh bien aujourd'hui, comme il est obligé de faire du volume de vente de téléphones reconditionnés, pour satisfaire ses utilisateurs et que le stock français, européen de téléphones reconditionnés commence à s'affaiblir, eh bien il est obligé, pour soutenir sa croissance, d'importer, parfois de l'autre bout du monde, des téléphones hors service qu'il fait reconditionner dans des pays à faible coût de main-d'œuvre pour vendre, dans notre pays. Donc on voit qu'on recommence à réemployer les mêmes mécanismes, pour assouvir ce besoin de volume. Le deuxième exemple, c'est, une plateforme de location, customer to customer de vêtements. Pareil, axé sur, le fait de faire le plus de transactions possible, sur sa plateforme de vêtements, eh bien, reprend finalement, les mêmes codes, les mêmes outils, les mêmes moyens, de la fast fashion actuelle. Certes sur des produits, aujourd'hui d'occasion, mais sans cette mesure de savoir si réellement le fait d'acheter un jean et de le garder 5 ans, eh bien, impacte moins ou plus que d'acheter un jean, entre particuliers, plusieurs fois, par an. Donc l'importance de la mesure, on en reparlera parce que encore une fois, ces modèles volumiques nous amènent très rapidement à être confrontés à ces effets rebonds. Pour terminer, je voulais vous partager que cette transition, elle est déjà en route dans nos entreprises, et à l'extérieur, et que, nos entreprises étant remplies maintenant de Dr Semmelweis, eh bien, à mon avis, elle ne va pas s'arrêter, et si cette transition n'est pas faite dans nos entreprises, elle sera faite, ailleurs. Les collaborateurs et les collaboratrices, dont je vous ai parlé sont vraiment engagés. Ce sont des projets de cœur et donc ce sont vraiment une raison d'être profonde à rester dans l'entreprise qu'ils aiment, pour la transformer de l'intérieur. Une vraie émergence de la coopération avec, pour la première fois, vraiment en 13 ans, en 13 ans de Decathlon et au sein de cet écosystème, des vrais travaux puissants entre entreprises et aussi avec des partenaires externes, pour créer cette coopération qui nous permet d'aller plus vite avec des compétences, que ces entreprises, n'ont pas. Et puis une prise de conscience, je trouve, qui se diffuse à grande vitesse puisque ces projets portent énormément de sens et donc font une vraie tache d'huile positive, autour d'eux et ça pour moi, on ne les freinera pas. Le mais, avant, de terminer, cette partie-là, il y a une vraie nécessité pour construire ces modèles avec ce nouveau mode de pensée pour qu'ils soient soutenables. Vous l'avez compris par rapport aux exemples que j'ai pu prendre. Si on conçoit ces nouveaux modèles économiques qui vont avoir plus tendance à être sur l'usage que sur la propriété, avec les anciens réflexes de pensée d'en louer le plus possible, d'en vendre d'occasion le plus possible, eh bien nous risquons de retomber dans nos propres travers. Et c'est ce dont nous allons discuter juste après dans cette table ronde. C'est bon? Est-ce que tu penses que les gens m'ont entendu? Les gens t'ont entendu. On a une petite problématique avec les intervenants qui avaient un son moyen, mais ça a été résolu. Très bien, magnifique. Là pour toi. Voilà. En tout cas, merci. Merci pour le travail que tu as réalisé, Jean-Seb. Merci pour ta passion également et ton engagement que tu as encore démontré ce soir. Et merci pour ce partage clair et impactant que tu viens de faire. Alors, il y a pas mal de questions qui sont remontées sur le module et j'invite Priscilla à nous rejoindre pour nous partager les questions que tu as sélectionnées. Jean-Seb, des réponses courtes sans perdre le fruit et la profondeur du contenu. Alors bonjour à tous, Priscilla Mode de Mobis, j'ai la lourde responsabilité ce soir de retransmettre vos questions. Donc Jean-Sébastien, la première question qui t'est adressée, quel niveau d'investissement nos actionnaires et dirigeants que tu as rencontrés, bien sûr, sont prêts à assumer pour changer nos entreprises ? Alors c'est une vraie question à laquelle malheureusement je ne vais pas avoir une réponse chiffrée en montant. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti, alors c'est de l'ordre du subtil, qu'on est vraiment dans une période où on se cherche. Ces projets-là ont beaucoup de sens. Quand ils sont présentés, souvent il y a même des étoiles dans les yeux, on se dit « Ah mais oui, mais ça répond encore mieux à la raison d'être que simplement vendre un produit, puisque on suit le client, on le récupère, on génère souvent beaucoup plus de valeur d'usage. C'est des modèles qui sont plus performants. On oublie parfois que quand on va au restaurant, on ne nous demande pas d'acheter les couverts et les assiettes. Quand on va à l'hôtel, on ne nous demande pas d'acheter les draps. Mais pour autant,
dans nos entreprises, parfois, pour utiliser un produit autant de temps qu'un drap d'hôtel ou qu'une assiette, on demande à nos clients de les acheter. Et ça nous paraît normal. Et comme ces projets portent un sens nouveau avec une performance d'usage et du coup qui découle une performance environnementale et sociale souvent plus impactante, ça ne fait pas de question. Maintenant, pour répondre à cette question, il faudrait que je sois actionnaire moi-même. Donc je ne peux pas répondre là-dessus, mais pour moi, c'est une question qui doit être posée, puisque par contre, il faut des investissements importants, notamment au début de ces projets, qui ont besoin, pour la plupart, puisque les entreprises restent propriétaires des produits et vendent plutôt l'usage, de constituer des stocks de produits, mais aussi de mètres carrés, etc. Et ça, effectivement, ça coûte de l'argent. Donc c'est une vraie question. D'accord. Ok, alors nous avons eu beaucoup de questions sur les solutions à trouver, donc plutôt dans une dimension de perspective. Donc là, Ouais. effectivement, Jean-Sébastien, toi, tu es plutôt là pour nous faire un état des lieux. Donc je vais proposer peut-être aux participants qui sont là ce soir de prendre peut-être 1 minute pour pouvoir réfléchir à une question en rebond, effectivement, à ce que Jean-Sébastien a dit sur l'état des lieux actuel. Pour pouvoir amener plus d'éléments peut-être sur ce que tu as dit. Tu fais vachement bien de le préciser, c'est vraiment un état des lieux et comme on est sur des modèles qui sont innovants, il n'y a pas de baguette magique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une recette toute faite pour dire « Ah c'est ça en fait, il faut louer ». Il faut… Non. Moi, la suite de mon parcours professionnel va s'orienter là-dedans et dans cet accompagnement à trouver des nouveaux modèles, mais il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution miracle. On va en parler, je pense, largement avec les intervenants tout à l'heure. Donc c'est vraiment un travail de chaque instant, à se remettre en question et à travailler ces innovations. Mais il n'y a aujourd'hui pas vraiment de recette miracle. On a tous envie de faire bouger les choses en tout cas. Tout à fait. Donc là encore une autre question, alors qui est encore tournée effectivement sur les dirigeants. Donc après, je te laisse voir ce que tu peux répondre ou pas. J'espère qu'ils sont en ligne et qu'ils prennent des notes. J'en ai vu passer en tout cas. Alors nos dirigeants envisagent-ils un système qui ne soit plus basé sur la croissance, notamment par rapport aux travaux de Jean-Marc Jancovici qui montrent bien que toutes les solutions du monde ne seront pas suffisantes sans décroissance? C'est un sujet glissant. C'est encore une excellente question. Ce que je peux donner comme élément là-dessus, encore une fois, c'est une question à poser à des dirigeants et je ne suis pas dirigeant. Donc, bien évidemment, je n'ai pas une réponse. Par contre, je veux alimenter par quelque chose qui est important. C'est que notre système de société et de croissance basé sur le PIB, aujourd'hui, on est basé sur le PIB. Et aujourd'hui, on a des rapports très concrets qui montrent que cet indicateur n'est plus directement corrélé à ce pourquoi il avait été conçu, du confort, du mieux-être, etc. Donc oui, en fait, ces indicateurs-là sont à remettre en question. Par contre, là, du coup, je réponds à cette question par une autre question. La croissance en volume de produits ou de services, je pense, comme la petite photo de balance le montrait, n'est pas compatible avec des modèles soutenables. Par contre, je pense qu'on peut aller chercher de la croissance de santé, de plaisir, de bonheur. Ça, oui, je pense qu'on peut aller chercher de la croissance. Ok, ça Mais marche. c'est très personnel. Merci Jean-Sébastien. Une autre question, qu'est-il prévu pour assurer la traçabilité des actions de recyclage, par exemple? Alors, je peux pas répondre à ça. Alors, traçabilité, il faudrait que je creuse avec la personne parce que je ne comprends pas forcément exactement ce que ça veut dire. Par contre, encore une fois, si je recentre sur le sujet des modèles, des nouveaux modèles dont on vient de parler, eh bien, dès lors où on ne vend plus un produit en se défaisant de la propriété et du coup, en ne sachant absolument pas où il va terminer sa vie et peut-être une paille dans le nez d'une tortue dans la mer, eh bien, en restant propriétaire du produit, les entreprises prennent la responsabilité justement de cette traçabilité jusqu'à la fin de vie, puisque ça devient un actif à elles à en prendre soin pour garantir que le modèle économique soit pérenne. Donc en ça, de fait, encore une fois, c'est un point intéressant à intégrer dans le modèle. J'ai peut-être mal compris la question et je m'en excuse. Voilà. Est-ce qu'on a encore le temps d'une dernière question? Toute dernière. Une toute dernière. Alors, construire une économie bas carbone va nécessiter d'investir massivement dans de nouvelles infrastructures, donc usines de recyclage, reconditionnement, collecte, captation de carbone, sanctuaire biodiversité. Ces communs ne seraient-ils pas dans nos nouveaux parkings?
est-ce qu'on peut laisser les gens sur cette question? Mais peut-être, peut-être. Encore une Déjà fois, des pistes. bah, oui, en tout cas, il est clair que, il y a déjà, nos entreprises, ont beaucoup investi, dans des lieux qui aujourd'hui parfois, changent d'usage ou en tout cas, moins besoin de mètres carrés avec la digitalisation, avec plein d'autres choses. En tout cas, ces nouveaux mètres carrés qui réapparaissent, soit dans nos magasins, soit sur les parkings, évidemment, là, cette question, prêche un convaincu. Ils doivent nécessairement être mis au service de ces transitions-là, qui de toute façon auront lieu de gré ou de force. On va en reparler notamment juste après avec notamment Bruno Roche qui va nous parler des risques à ne pas le faire finalement. Je renvoie cette question à tous ceux qui regardent pour justement qu'ils s'imprègnent de cette question et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces mètres carrés-là, dehors ou dedans, pour agir dans ce sens-là. Ouais.